Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Pour cet épisode numéro 64, j'ai décidé d'inviter Olivier Bazir, un des cofondateurs de l'outil Udoo. Ensemble, on a échangé sur la genèse de ce projet, et puis sur son parcours évidemment. Et puis on a essayé de prendre un petit peu de recul sur le no-code en jouant un peu sur les mots. C'est une discipline qu'Olivier affectionne tout particulièrement. Alors on s'est dit qu'on allait tenter un truc un petit peu différent dans cet épisode. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Salut Olivier. Bonjour Alexis. Bienvenue dans le podcast de Contournement. Ça fait un moment qu'on échange, ça fait un moment qu'on a fait connaissance, donc je suis assez content qu'on ait l'occasion de discuter ensemble. On va faire un épisode un petit peu expérimental, encore une fois. On va essayer de prendre un peu de recul sur le no-code. Donc un sujet que tu connais bien puisque vous êtes des acteurs avec Udoo, un des cofondateurs de Udoo, un outil que les gens de l'écosystème commencent à entendre parler. Moi, quand je rencontre des no-codeurs et des no-codeuses, on m'en parle. Il y a un peu de mystère aussi autour, puisque peu de gens ont vu finalement cet outil. Et ça va continuer un peu encore. Voilà. Et donc l'idée dans cet épisode, ça va pas forcément être de parler vraiment de Udoo en tant que tel. On va en parler évidemment. Tu vas dire un petit peu ce que c'est, votre vision. On va surtout en fait finalement parler de ça, de votre vision. Ce sujet, comment vous abordez ce challenge qui est de faire un outil no-code, mais en prenant un peu de recul, on va évoquer un peu le no-code sous différents aspects. On a une liste de mots que tu as choisi, de binômes en fait de mots. Voilà, donc ça va être un petit peu expérimental. Et puis voilà, ça va être très intéressant. Tu as plein de choses hyper intéressantes à me dire là-dessus. Pour bien commencer, est-ce que peut-être tu peux juste te présenter et me dire un petit peu ton parcours? Parce que moi, je trouve ça assez rigolo aussi, un peu le parcours que vous avez, là, les cofondateurs de Udoo. Mais donc voilà, dis-nous un petit peu ce qui t'a amené à créer un outil no-code. Ok. Donc moi déjà, je suis plus complètement tout jeune. Donc j'ai 49 ans depuis peu. Je suis encore, pour bien comprendre après ce qui va suivre, je vais expliquer un petit peu qui je suis, en tout cas mon mindset comme tu dis souvent. En fait moi de mon père j'ai vraiment je suis très marqué par mon enfance, et de mon père en fait j'ai vraiment pris tout ce qui est plaisir des mots et tout ce qui est intérêt pour la science. Alors les repas de famille c'est des concours de jeux de mots, hein. Donc en partie, et de ma mère j'ai hérité la passion dévorante pour à peu près tout ce que je touche, et aussi l'hypersensibilité qui va avec, à l'injustice et à la gabegie. Ma mère est une ayatollah du gaspillage, donc il n'y a pas intérêt de faire n'importe quoi. Voilà, donc, et ça me poursuit depuis le début, avec l'hypersensibilité, c'est pas toujours facile à gérer, mais le reste, ça me va plutôt bien. J'ai eu un parcours scolaire un peu compliqué, hein. L'éducation nationale n'est pas en odeur de sainteté chez moi. Et puis j'ai surtout fait plein de métiers qui m'ont à peu près toujours passionné. Ce qui m'a toujours intéressé en fait, c'est de comprendre comment les choses fonctionnaient fondamentalement, pour ne pas résoudre des problèmes de façon superficielle, mais les résoudre vraiment, quoi. J'ai été magasinier auto par exemple. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et en fait, quand j'ai travaillé là-bas, en fait, j'ai changé complètement la façon dont on rangeait les pièces, parce que la façon de ranger, en fait, ça pouvait pas fonctionner, même en faisant plein d'efforts, ça aurait été faire plus de ce qui fonctionne pas. Donc, du coup, j'ai changé complètement la façon de faire. Donc, c'était mes premiers émois avec Excel. Ouais. Et ensuite, j'ai créé une plateforme de vente d'instruments de musique. En faisant le constat que les musiciens que j'étais, parce que j'ai voulu aussi être musicien pro, mais bon, j'en avais pas le talent. Quel instrument? Guitare, et plutôt du métal extrême, quoi. D'accord. Un truc à peu près inécoutable pour plein de gens. Et donc
j'ai monté une plateforme de vente d'instruments de musique en 99. Donc, les magasins de musique m'envoyaient des fax pour que je mette ça sur le web. Puisque en fait les artistes sont passionnés et donc ils veulent un instrument particulier, mais c'est un tout petit marché, et donc la seule façon de trouver l'instrument qui te convient en fait, c'est d'élargir le marché. Donc c'est ce que j'ai voulu faire en 99 dès que j'ai vu Internet. Mais c'est ça qu'il faut faire. Juste par curiosité, tu faisais ça avec quel techno à l'époque? Est-ce que c'était un site statique où il y avait déjà alors un au petit peu une départ base de j'ai données? fait le POC a été fait sur Access. Et ensuite j'ai embauché un dev qui a fait ça en PHP, me semble-t-il, et la base de données c'est MySQL, ça je savais. Ouais. Mais, voilà. C'est intéressant, oui. Donc ça, c'est... Enfin, au-delà du côté technique, tu as vraiment un côté entrepreneur, quoi. Ça, ouais, voilà. Ça c'est sûr jusqu'au bout des ongles. Ouais. Et donc et après j'ai vendu des voitures, voilà. Mais même dans la vente de voitures, ce qui me fait le plus marrer, c'était que les règles de calcul des commissions des vendeurs étaient un peu pas débiles, mais en tout cas elles étaient un peu bizarres, et donc du coup ça nous incitait des fois à ne pas vendre. Donc j'avais fait un tableau Excel que j'avais partagé avec mes collègues pour leur dire est-ce que tu as intérêt à vendre la voiture ou pas. Donc j'avais hacké donc comme tous les 3 mois ça changeait, mais tous les 3 mois je changeais mon fichier Excel. Voilà, donc des petites choses marrantes comme ça. Et puis après j'ai repris mes études pour faire une maîtrise de sciences de gestion. Et donc j'ai fait du contrôle de gestion, quasiment le fil conducteur de ma vie, parce que même encore aujourd'hui Udoo en fait c'est ça. Alors j'en parlais avec le probable futur CEO de Udoo la semaine dernière. En fait c'est assez moche le contrôle de gestion comme mot alors que c'est super marrant en plus à faire. Et est-ce que tu peux en une phrase expliquer ce que c'est le contrôle de gestion? En fait, c'est comme si j'avais 5 ans, tu vois. En fait, le contrôle de gestion, c'est s'intéresser au terrain, en fait. Pour essayer de faire en sorte que les gens fassent le mieux le boulot pour le moins cher possible. C'est marrant parce que finalement, ce que tu disais dès le début de ta carrière, c'est ce que tu as toujours fait, sans être contrôleur de gestion, mais c'est ça. Améliorer ce que tu faisais toujours, en observant. Voilà. Et toujours trouver, en fait, le truc qui fait que ça coince. Et puis et pas forcément se dire ça coince à cet endroit-là, donc c'est à cet endroit-là qu'il faut trouver la solution. Souvent elle vient d'ailleurs, quoi. C'est souvent d'ailleurs un problème de circulation d'informations et donc ça mène évidemment au no-code à un moment. Aux outils, on va dire, en tout cas. Ouais, voilà. Et puis maintenant, quand tu es contrôleur de gestion, tu fais énormément de fichiers Excel. Après, je suis passé à SQL, donc je me suis formé tout seul. Et puis on y prend goût, et puis on commence à être frustré parce que Excel ça va bien 5 minutes, mais il y a plein de choses en termes de partage, de formulaires, etc., que tu peux pas faire. Et puis le stockage est quand même difficile, même si avec Excel par exemple, ce qu'on n'utilise pas souvent, mais que moi j'utilisais massivement, c'était la communication avec SQL Server. En fait, c'est très facile de connecter Excel à SQL Server, donc ça apporte je crois que j'ai été jusqu'au bout de ce qu'il était possible de faire avec ça, enfin modestement, ça se trouve on peut aller plus loin, mais en tout cas moi il y a un moment je pense que j'ai touché l'asymptote et ça m'a donné envie de faire autre chose. Okay. Non mais c'est intéressant, juste pour rebondir très rapidement, mais j'aime bien parce que j'aime bien le souligner à chaque fois. On parle beaucoup d'outils dans ce podcast et dans l'écosystème no-code, etc. Mais en tout cas pour les gens qui s'intéressent au no-code d'un point de vue, on va dire un petit peu optimisation, productivité, enfin comme c'est le cas chez nous, souvent d'abord il faut, avant d'aller dans les outils, comprendre ce qu'on veut faire, comprendre
comment on peut optimiser. Et ça vient toujours de l'observation, de ce côté aller sur le terrain. Tu vois, le terrain, ça peut être virtuel des fois, mais ça, je trouve intéressant de le. Enfin voilà, je trouve que ça amène bien, on comprend bien là. Enfin, je suppose donc, les gens qui vont commencer à deviner là où on arrive, ce que tu vas faire après. Ouais, voilà. Et donc après, pendant 6 ans, j'ai créé un outil qu'on appelait un ERPLM entre nous, parce que marketingment parlant, c'était peut-être pas génial, mais en fait, c'était un mix entre un ERP. Bon, ça, les gens savent ce que c'est. Peut-être tout le monde sait peut-être pas ce que c'est. Si tu veux dire en une phrase. Donc, tu sais, alors, c'est la pédagogie. L'acronyme, c'est Enterprise Resource Planning. Donc en fait c'est une gestion commerciale, c'est-à-dire gestion des factures d'ailleurs, mais plus quoi, puisque on va gérer tout, par exemple les temps de fabrication, on va gérer toutes les données de gestion. Et justement ça c'est souvent un peu le nœud central du système d'information d'une entreprise, quoi. D'ailleurs à tort, parce que pour moi ça doit se situer à la périphérie. Un ERP pour moi c'est forcément périphérique, parce que ce qui compte dans une entreprise, en fait, c'est les données techniques de l'entreprise. C'est les données qui sont propres à l'entreprise. Un ERP, c'est quand même beaucoup plus fait pour gérer des données un peu standards, quoi. Enfin, en fait, ça gère assez bien la finance. Et d'ailleurs, un contrôleur de gestion, il passe 10% de son temps à récolter les données financières. C'est hyper facile à faire. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'aller chercher les données de terrain, en fait. Son propre métier et de qui l'entreprise. sont vraiment, pour le coup, complètement propres à l'entreprise. Mais est-ce que c'est pas à cause de cette problématique que tu évoques que les ERP sont devenus des espèces de monstres, justement, qui essayent de s'adapter ou pas, qu'on tord dans tous les sens? Et je te dis ça, moi je connais très mal ce milieu, c'est un truc vraiment d'entreprise, de PME, etc. Mais j'ai l'impression que finalement, justement, tu vois, c'est peut-être à tort, je le dis, que c'est le truc central, parce que ça l'est devenu, alors que c'est peut-être pas censé l'être. Mais c'est devenu un peu ce espèce de truc monstrueux. Je pense que pour beaucoup d'éditeurs de RP et beaucoup d'acheteurs de RP, effectivement, les gens se disent que c'est le logiciel central de l'entreprise. Est-ce que c'est parce que les éditeurs, c'est quoi? C'est SAP, c'est Salesforce? Alors en plus, il y en a, mais vraiment, enfin, il y en a pléthore. Ouais. C'est un truc de fou, tellement il y en a. Mais alors après, parce qu'il y en a qui font des ERP métiers. Mais c'est bien joli un ERP métier, mais déjà il y a plein de gens qui font le même métier mais qui le font différemment. Et puis en fait ça va correspondre en général à 80% à ce dont on a besoin. Mais là où on fait la différence, c'est toujours pareil, c'est sur les 20% qui restent, quoi. Et donc comme souvent ils sont pas, enfin je pense que ça change, mais c'est pas toujours très communicant. Et donc du coup c'est pas facile d'intégrer d'autres outils. Et d'ailleurs nous c'est comme ça qu'on s'est fait connaître avec mon ancienne entreprise, c'est que on connectait des logiciels de dessin. Mon associé de l'époque était ingénieur en mécanique, et donc on travaillait dans la même entreprise. Et lui était responsable du bureau d'études et moi j'étais contrôleur de gestion. Et donc du coup on a fait communiquer l'ERP avec ce qu'on appelait, donc du coup on va pouvoir parler du PLM, c'est Product Lifecycle Management. En fait c'est tout ce qui va gérer les caractéristiques des produits dans le temps. Donc en fait on va gérer tous les cycles de vie de produits et on va intégrer le dessin, c'est-à-dire que quand tu appelles une fiche produit, tu appelles aussi par exemple le dessin fait, en l'occurrence c'était sur SolidWorks, dessin industriel quoi. Ouais voilà, un modeleur 3D quoi. Ou un modeleur 3D, en fait, faut savoir que ça peut être pour un dessin, ça peut être des milliers de fichiers, quoi. Et donc, du coup, si tu as un fichier qui change de version, en fait, c'est tout qui change enfin, c'est monstrueux. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet. Et donc, pendant 6 ans, en fait, on a fait du conseil et à la fois, on a fait un logiciel qui permettait, en fait, de lier les deux. Donc, les données techniques de l'entreprise et les données financières. Donc, plutôt gérées par l'ERP. Et donc, on a fait ça pendant 6 ans et ça manquait encore de personnalisation, quoi. Ouais. Et donc, après, j'ai fait pas mal de consulting et c'est là que j'ai rencontré Florent
Bon, je le connais depuis 2011 parce qu'il a été utilisateur de la solution que j'ai éditée avant. Okay. Mais ensuite, j'ai été prestataire de l'entreprise dans laquelle on s'est connus. Et c'est là qu'on a monté tout un système fait main, pour le coup, pour faire communiquer tous les logiciels de l'entreprise. Les 2 logiciels de dessin, le RP, on a fait un data lake sur mesure. Enfin bon, voilà, on a fait des requêteurs, on a des fichiers Excel dans tous les sens, mais toujours connectés, toujours connectés. Et puis on s'est dit mais c'est l'énergie qu'il faut pour faire ça. Et donc là il y a Guillaume qui est arrivé, donc le 3e larron d'aujourd'hui, qui est une formation de contrôleur de gestion aussi, hein, donc finalement on est trois contrôleurs de gestion. Et là on a commencé à faire le POC de ce qui allait devenir Udoo. Pour la petite histoire, Udoo au départ, c'était fait. Il y avait aussi cette idée de pouvoir gérer ses données personnelles en fait. Enfin, ses données propres, pas forcément personnelles, parce que là c'était pour l'entreprise. Mais voilà. Et donc moi j'ai cette obsession là d'être maître de ces données, parce que quelque part au 21e siècle, le numérique ça sert à nous augmenter nous. Ouais. Donc à faire mieux ce qu'on sait déjà bien faire, voilà. Et donc on avait au Udoo au départ, ça s'appelait, c'était moche mais c'était pas grave, ça s'appelait Cultivons notre jardin. Parce qu'en fait l'idée, c'est original comme nom de projet de start-up. Parce que en fait l'idée, enfin c'était au sens voltairien c'est une des dernières phrases en fait de Candide, où en fait il essaye plein de trucs et puis en fait il se rend compte que peut-être que la vie c'est déjà de faire bien en fait ce qu'on aime bien faire, et que déjà si on arrive à faire ça c'est pas si mal que ça. Et donc l'idée de Cultivons notre jardin, c'était de pouvoir gérer ses données personnelles pour augmenter ses capacités, pour apprendre de soi-même, pour apprendre des autres. Puis on avait imaginé des trucs où il y avait, t'avais ton jardin secret. Donc où là en fait il y avait que toi qui avais accès aux données et tu pouvais les partager anonymement sur un truc qu'on appelait des jardins publics, quoi. Okay. Et donc du coup il y avait toute une imagerie autour de ça. Bon, on a laissé tomber, mais en fait il y avait toujours cette idée de dire je dois pouvoir modeler moi-même en fait mon système d'information en tant que particulier et en tant qu'entreprise. Je suis un individu, soit une personne morale, soit une personne physique. Je dois avoir mon système d'information qui m'est propre. Et donc, il faut que je le construise sur mesure. Mais cependant, ça ne m'empêche pas de partager certaines données avec les autres, puisque, alors je me rappelle plus, je vais peut-être me planter dans la phrase, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je crois que la baseline en fait de Cultivons notre jardin, c'est être meilleur. Grâce à moi, grâce aux autres, et pour moi, pour les autres, quoi. Puisque voilà, en fait, ça, être meilleur, évidemment, ça profite à soi, ça profite aux autres, et puis on peut pas progresser tout seul, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Et Udoo, il y a vraiment cette idée, c'est-à-dire que dès le départ, donc ça part d'un modeleur de base de données hyper souple. Et puis aussi forcément une ouverture vers le monde, ou en tout cas vers les autres, qui permet facilement d'inviter quelqu'un à partager le projet. Et donc on a créé Udoo un peu sur cette idée, un peu un mélange de philosophie et d'aspects ultra pratiques, quoi. Et puis un jour on l'a montré à quelqu'un, on a montré le POC, ça devait être en 2016 ou 2017, et la personne disait mais en fait vous faites du no-code. Et donc c'est comme ça qu'on a su qu'on faisait du no-code, okay. Parce qu'on savait pas que ça existait, parce qu'on avait cherché plein de fois des logiciels pour créer des choses. On avait tapé création logicielle sans taper de code. Enfin, j'avais essayé plein de trucs et j'avais pas trouvé. C'est quand exactement que vous avez commencé à travailler sur le projet? 2015? On va dire 2015. J'avais fait un truc sur Excel avec des macros qui pilotaient des macros pour réussir à faire des formulaires sur mesure.
mesure. Bon, c'était un peu galère quand même. Et donc, et un peu la genèse, quoi. Ouais, voilà. Et Guillaume a dû arriver fin 2015 ou en 2016, je ne sais plus trop. Voilà. Situer un petit peu. Ouais, voilà. Et là, ça a été les prémices, je crois. Et Udoo a été créé en 2017. Ouais. Ok. Et du coup, parce que du coup, on réalise que ça fait quand même pas mal de temps que vous travaillez là-dessus, quoi. Vous avez donc passé beaucoup de temps à développer l'outil, mais du coup, vous avez aussi passé pas mal de temps à l'utiliser, non? L'utiliser pour des clients et faire des choses avec, quoi. Ouais, bah en fait, on l'a créé dans le cadre de l'entreprise dans laquelle on s'est connus. Et donc, du coup, c'est là qu'on a fait les premières applis pour gérer les véhicules de l'entreprise, pour faire de la saisie de temps, pour gérer les congés, pour plein de petites choses qu'on n'arrivait pas à gérer correctement. Parce que l'entreprise avait ses propres règles et puis évidemment les outils sur l'étagère ça marchait pas. Ouais. Et puis surtout après tu as des outils qui peuvent fonctionner, mais encore faut-il pouvoir les connecter au système d'info. Et des fois rien que ça en fait c'est plus coûteux que de le faire from scratch. Bien sûr, ouais. Non mais ça c'est un sujet qui revient sans cesse. Enfin, franchement, moi, je trouve ça incroyable. Enfin, je l'ai déjà dit, mais à quel point les outils qui sont utilisés dans les entreprises sont peu connectables. Et moi, j'ai vu dans des missions que j'ai fait chez des grands comptes, on est encore à l'ère de... Enfin, moi, ça me choque, donc j'arrête pas d'en parler parce que ça me traumatise, mais on a encore... Le moyen de connecter, c'est déposer des fichiers CSV, donc des tableurs, mais même pas... Enfin, le truc le plus... sur des serveurs FTP, qui est quand même une technologie peu sécurisée, très, très ancienne, robuste. Et enfin, ça, c'est le moyen, quoi. Et c'est comme ça qu'on fait communiquer. Donc après, tu dois avoir l'autre logiciel qui va lire ce fichier CSV, importer les données. Et ça, souvent, c'est pas toujours prévu de base. Tu dois payer peut-être le logiciel qui gère comme tu disais, par exemple, tes congés pour faire ça. Et donc, tu dois payer un développement spécifique et débauche d'argent. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est n'importe quoi. Enfin, là, on touche du doigt vraiment, je pense, ce que vous et d'ailleurs, dans Udoo, nous, on a un module qui s'appelle YouGet et qui est justement un module que tu peux installer chez le client. Alors, il est encore assez artisanal, mais on espère l'industrialiser sous peu. Qui s'installe chez le client et qui permet de discuter avec son système de gestion interne. Et donc, là, on a des trucs qui tournent chez des clients qui prennent des fichiers ou qui viennent faire des requêtes SQL. Et qui remontent les données dans le cloud après, quoi. Et ça fait partie des sujets les plus compliqués en fait. Ouais. C'est que là, j'imagine parce que chaque client est différent. Ouais, là c'est l'enfer. Ouais. C'est vraiment l'enfer. Et là, on commence à toucher. Ça fait vraiment un an et demi que je me tape ça à faire tout seul. Je suis pas très doué en plus, mais et là je commence à comprendre en fait la façon de faire. Alors, j'ai fait beaucoup de Talend dans ma vie. Donc Talend c'est un logiciel qui permet justement de faire tous ces synchros. Il y a plein d'objets qui facilitent la tâche. Et donc, je voulais un peu pas répliquer ça parce que j'aimais pas forcément la façon dont c'était fait. Enfin, pas tout le temps. Et donc, là, je suis en train de bien comprendre, j'espère, comment faire ça plutôt simplement. Donc, mais c'est vraiment un sujet. Alors, dans le même style, je trouve qu'il est encore plus aberrant. C'est que, en fait, là, en ce moment, il y a un marché qui marche assez bien. C'est tout ce qui est logiciel de reconnaissance de caractère et pour lire les factures. Tu mets ça dans le scanner et puis en fait par de l'algorithmie et de la pseudo-intelligence artificielle, en fait ça arrive à te lire la facture et puis ça va aller prendre 2-3 données mais la TVA, le total, voilà, c'est hyper utile, c'est clair, mais on marche sur la tête quoi. On marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on a des données structurées au départ. On s'embête pour pas dire autre chose, à les transformer en papier, parce que ça, les états imprimables aussi, ça c'est ça pour avoir distribué des ERP, ça en général l'éditeur ou même le distributeur de l'ERP dit les états vous allez apprendre à les faire parce que vous allez toujours me faire changer le truc. Et donc du coup j'ai fait du Crystal Report pour ceux qui connaissent en pagaille. Donc en fait c'est déjà très compliqué de faire ça.
et pour que ça soit humainement visible, mais c'est vraiment pour que ça soit plus facile pour l'humain. Mais évidemment, lui, l'ordi, il déteste ça. Enfin, les données, elles sont un peu partout sur la feuille. Nous, ça nous va très bien. L'informatique, c'est une horreur. Et donc, du coup, ça arrive chez le client et lui, il rescanne le truc, alors qu'en fait, la donnée, elle était déjà au départ pour finalement réinterpréter une donnée altérée en plus, parce qu'elle est beaucoup moins complète et beaucoup moins vraie qu'au départ. Donc, déjà, je trouve que quand on échange des données sur site FTP, c'est presque déjà par rapport à ça, c'est déjà. C'est un moyen informatique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de choses standardisées avec les API REST, etc., qui sont des moyens quand même robustes, modernes de travailler, que c'est vrai que moi, tout autre moyen, il y a, entre le CSV et l'API REST, il y a en plus plein de choses qui existent. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, ça nous est tous arrivé d'imprimer des choses, signer, scanner, envoyer ça à l'avocat, au comptable, je sais pas. Et c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je le fais plus. J'édite le PDF directement. J'ai même pas d'imprimante, mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en sont encore là, quoi. Ah bah, c'est clair. Et puis, bon, il y a aussi le fait que, et ça c'est un des trucs qui nous a coûté le plus cher dans ma boîte précédente, c'est que nous, c'était un ERP qu'on vendait, et donc du coup, ça implique que les gens, ils changent. Or, en fait, des projets qui échouent, c'est quand même pas une part négligeable, loin s'en faut. Et donc, il y a une part de risque énorme. Et donc, justement, ce que je voulais faire avec Udoo, c'était d'avoir un produit qui permette de se mettre à côté et de repousser le RP à la périphérie jusqu'à ce qu'il soit plus stratégique. Et à ce moment-là, éventuellement, tu le changes ou tu le changes pas. Et puis il fait très bien son taf en général. Voilà, c'est tout. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de lui rajouter des petits composants qui, justement, les 20% qui manquent, quoi. En fait, j'utilise souvent une image, c'est que le RP, quelque part, c'est le train et l'avion, c'est l'équivalent du train et de l'avion dans le transport. Ça va vite, c'est hyper sécurisé, mais c'est un poil rigide, quoi. C'est-à-dire que bon, il faut quand même se rendre à l'aéroport ou à la gare, et puis les horaires, c'est pas toi qui choisis, quoi. Et à l'extrémité de ça, t'as la marche à pied ou le vélo, quoi. Et puis ça, c'est Excel, quoi. Et je pense qu'il y a toute une plage qu'on pourra apparenter à la voiture et éventuellement au bus, quoi, qui doit être pris par le no-code. En fait, moi, c'est ma vision. Le no-code, il sert à ça. On pourra jamais, ou peut-être qu'on pourra, on peut jamais dire jamais, mais ça me paraît difficile d'aller aussi loin que les ERP sur de la sécurité à mort, sur du contrôle, et puis en plus c'est souvent lié à des aspects réglementaires, tout ça. Donc non, mais c'est intéressant parce que cette plage que tu décris en entreprise, elle est prise par des éditeurs de petits, entre guillemets, logiciels très ciblés qui vont faire un truc, mais qui vont quand même le faire d'une manière générique, néanmoins, et qui vont essayer de le vendre à coup d'armées de commerciaux pour essayer de dire quand même que c'est ça qu'il faut à l'entreprise. Comme tu dis, chaque entreprise est un petit peu différente. Donc après, ils font payer des développements spécifiques, Alors eux, au passage, l'éditeur, c'est un super business model parce que lui, il enrichit son produit en faisant payer à ses différents clients. Et encore. Et oui, et encore, c'est pas et encore, parce qu'en fait, les développements spécifiques, en fait, ils se mettent des cailloux dans leurs chaussures, parce que puisque en fait, ça va empêcher, ça va gêner tous les mises à jour, en fait, c'est pas faux, logiciels. Et en plus, je dirais que ça fait complètement dérailler la gestion de produits, quoi, le product management, vraiment. Mais en général, ces éditeurs, ils ont pas vraiment une vision très forte, quoi. C'est plus de s'insérer dans un marché et puis après gagner des clients. On n'est pas dans des logiques vraiment de un peu les startups de maintenant où tu as une vision produit très forte et où limite, bon, tu t'écoutes un peu ce que tes clients, évidemment, tes utilisateurs te disent, mais aussi des fois il y a des partis pris et des fois il y a un peu de génie là-dedans et puis des fois c'est complètement à côté de la plaque, mais où tu te dis voilà, j'ai mon idée, je vais la faire et puis les gens vont comprendre un peu faire. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que un éditeur, sur le coup, en fait, il aime bien faire du dev spé, mais le problème, c'est que déjà, ça lui prend ses meilleurs devs.
parce que c'est quand même pas facile à faire. Et donc, du coup, ça le prive de sa ressource pour faire évoluer son produit. Et en plus, derrière, ça va limiter, ça va être vraiment galère de faire progresser le produit. Puis je pense que quand même régulièrement, ça doit entraîner de la dette technique parce que souvent ces fonctionnalités-là, comme tu dis déjà, elles sont spécifiques. Souvent, il faut les faire vite. Ça te permet de gagner un contrat. Tu as tous ces trucs là qui sont un peu négatifs dans un contexte où tu te dis bon, une entreprise elle doit se focus sur son produit, essayer d'être excellente techniquement, etc. Ce qui n'est pas du tout évident. Mais en tout cas, on est bien d'accord sur le constat que là, il y a quelque chose à prendre et que c'est là où le no-code doit... Ah bah oui, c'est sûr. Et puis là, il y a un truc qui est plutôt bien développé dans le no-code, c'est les histoires de templates, et notamment les templates un peu dynamiques, quoi. C'est-à-dire que tu t'abonnes à un template, le template, lui, il va évoluer. Et toi, en fait, tu vas construire par-dessus, puisque de toute façon, c'est un outil. Tu utilises une plateforme où tu peux partir from scratch. Donc, évidemment, tout est déjà prévu pour faire de la personnalisation facilement. Et donc, du coup, tu vas prendre ton template qui correspond à peu près, et puis tu vas broder autour en essayant de toucher le moins possible, puisque tu sais qu'il va évoluer. Mais en no-code, c'est relativement facilement gérable, quoi. Et à condition que le template, en fait, à chaque fois qu'il évolue, en fait, il t'envoie vraiment tout ce qui est éventuellement à changer, que tu puisses prendre et pas prendre. Ça fait partie de la R&D qu'on fait pour réussir à faire ça vraiment proprement. Pour nous, c'est ça l'avenir. Voilà, en fait, c'est un peu une sorte de chose matricielle, quoi, entre la verticalisation, qui a du sens, parce qu'elle apporte des gains en productivité, et puis à côté de ça, l'horizontalisation, je sais pas comment on peut dire, quoi, mais qui permet de relier un peu tous les métiers de l'entreprise, et où en fait, si tu as une entreprise, tu fais un puzzle, en fait, tu fais un puzzle avec plein de trucs que tu vas relier. Et donc, et puis il faut que chaque pièce du puzzle elle puisse évoluer tranquillement sans trop prendre la place sur les autres. Donc c'est une vraie gageure, mais on touche du doigt quelque chose qui peut ressembler à ça. Ok. Non, mais écoute, c'est hyper intéressant de voir un peu ton parcours, la vision que vous avez sur Udoo. Ce qu'on s'est dit, c'est que bon, comme tous les outils no-code, il y a quelque chose de très visuel dans tout ça, pour mieux saisir un peu comment vous implémentez un petit peu. Et donc ça, on le fera peut-être plutôt à l'occasion d'un live sur la chaîne Twitch de No Code France, quand vous serez prêt, quand vous en aurez envie, et puis il y aura des questions des gens et vous pourrez vraiment montrer l'implémentation. Mais là, on va prendre un petit peu de recul, du coup, et un petit peu jouer avec les mots, comme tu aimes bien le faire, et creuser un petit peu cette vision et un peu comment toi, tu abordes le no-code. Ouais, alors voilà, on en avait discuté, c'était assez marrant. En fait, il y a une phrase célèbre qui dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, quoi. Et en fait, les linguistes ou les neuropsys en fait sont en train de se poser la question de savoir si c'est pas un peu l'inverse. C'est que si tu maîtrises pas les mots, en fait, ça paraît très difficile d'accepter certains concepts. Donc du coup, en fait, c'est ce qui s'énonce bien qui se conçoit clairement. En fait, bon, évidemment, comme tout est complexe dans la vie, c'est assez ambivalent et c'est sans doute même bijectif, c'est-à-dire que plus tu as de vocabulaire et plus tu peux apprécier des nuances de concepts, et plus tu peux apprécier des nuances de concepts, et plus tu vas apprendre de mots différents, quoi. Donc du coup, et c'est hyper intéressant de voir comment les enfants, par exemple, qui sont confrontés à un vocabulaire assez trop basique à la maison, qui est malheureusement vraiment un sujet de reproduction sociale assez fort, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance, hein. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, pour moi. Je pense que toute la richesse, elle vient beaucoup de là, et donc en fait, quand on maîtrise pas beaucoup de mots, on a du mal en fait à saisir les nuances. Alors il y a quelque chose qui était faux mais qui illustrait bien ça, c'est qu'il y a un moment on disait que les Inuits en fait ils voyaient 52 nuances de neige, et ils avaient 52 mots pour dire ça. Alors en fait c'est pas
c'est pas complètement vrai, mais c'était assez marrant quand même. Et donc, forcément, ils sont entourés de ça. Alors nous, on a quoi? On a la neige à peu près fondue, la neige. Enfin, voilà. Si on a 2-3 expressions, et eux, en fait, ils en ont beaucoup plus. Alors, ils en ont beaucoup plus. Ils en ont pas 52. C'est une légende. Mais en tout cas, on voit bien que quand on a besoin de finesse, et ben en fait, faut un vocabulaire précis qui va tout de suite au but. Et c'était un peu l'objectif. Enfin, c'est l'idée. C'était un peu ça. Donc les deux premiers mots qu'on a choisis, en fait, c'est 2 mots identiques, c'est rigueur et rigueur. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est un mot en fait qui a deux acceptions en fait, 2 significations. Et le premier en fait, c'est la sévérité, la dureté, en fait, un hiver rigoureux, l'application rigoureuse d'une règle, voilà, la rigueur budgétaire en fait, voilà, quelque chose de très contraignant, de très dur, très contraignant quoi. Et c'est aussi la deuxième acception, en fait, c'est la recherche de la vérité, la rigueur scientifique, quoi. Et en fait, c'est rigolo parce que ça peut être, alors ça l'est pas à chaque fois, c'est ça qui est beau, mais en fait, c'est souvent ça peut être antinomique parce que justement, le fait de faire beaucoup de preuves de rigueur scientifique, c'est rechercher la vérité, et ça va souvent être casser la règle précédente pour montrer qu'elle avait ses limites, pour trouver une règle qui est encore plus vraie, quoi. Et donc, si on respecte trop rigoureusement la règle, en fait, on s'empêche de trouver la vérité. Et donc, c'est assez, je trouve que c'était assez marrant de souligner ce point-là. Alors, en fait, il y a un truc qui est assez rigolo. Alors, du coup, j'ai un peu fait de recherche sur ça. Et en fait, par exemple, quand tu dois cuire des pâtes, tu as une règle qui est hyper simple. En plus, tu as des données, les données variables te sont données sur le paquet, hein, c'est le nombre de minutes qu'il faut les laisser. Et à partir de là, à peu près tout le monde sait cuire des pâtes. Et il y a des façons de le faire mieux, mais c'est assez marginalement meilleur. Philippe Etchebest aurait du mal à faire mieux que moi pour cuire des pâtes. Bon. Et donc du coup, même un expert, en fait, il applique à peu près la même règle que nous. À l'autre extrémité du spectre, tu as par exemple toutes les règles qui vont conditionner le lancement d'une fusée, quoi. Là, les règles, elles sont d'une complication absolument ahurissante, faire des équations différentielles de partout, peut-être. Enfin, un truc, je sais le mot, mais je me suis empressé d'oublier comment ça marchait. Donc, évidemment, là, on parle de règles pour lesquelles il faut une expertise stratosphérique, pour le coup. Et donc donc là, ça marche. C'est-à-dire que non seulement la règle, elle est très compliquée, mais en plus, elle est actualisée en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une fusée qui se crache ou qu'il y a un problème, ils se disent, attends, dans toute la série de règles qu'on a faites, en fait, il y en a celle-là, il faut la changer, etc. Et donc là, ça marche aussi. Et c'est-à-dire que le respect de la règle et la recherche de la vérité, finalement, ça se touche, quoi. Et là où il y a un truc qui commence à déconner, c'est quand le sujet est compliqué et que la règle est simple. Alors on comprend le problème, hein. C'est que là, si on n'a pas affaire à des experts et qu'on veut diffuser ça de façon très très large, en fait on va être obligé de trouver une règle un peu tirée par les cheveux, en fait, c'est ce que j'appelle la rigueur capillotractée, pour le coup. Et donc, par exemple, on va pour la conduite automobile, qui est pour le coup, on en parlera après, mais qui est quelque chose de même pas compliqué, en fait, c'est même complexe. La conduite autonome, ça marche même pas, enfin, et donc, du coup, pour autant, on met une limitation de vitesse qui est souvent, en fait, assez administrative, puisqu'en fait, une route, par exemple, est une nationale, on met 90. Alors, ils essayent de variabiliser un peu, mais bon, grosso modo, enfin, d'ailleurs, c'est 80, il faut que j'actualise mon logiciel. Et donc, et pour autant, en fait, il y a une diversité de routes nationales absolument ahurissante. Les conditions de circulation sont hyper changeantes entre la circulation, météorologiques. Voilà, c'est juste dingue. Et pour autant, il y a une seule règle. Et ça a un aspect plutôt sympa, c'est que elle est facile à apprendre et puis elle est facile à contrôler.
Encore que pas tant que ça, parce que par exemple, on peut pas mettre de radar dans les virages. Alors, on peut depuis 2017, je crois, technologiquement, mais c'est hyper dangereux parce que si quelqu'un freine dans un virage, c'est bon, voilà, donc ça pose des problèmes. Donc, bon, déjà, c'est le truc assez marrant, c'est que tu peux contrôler là où c'est pas dangereux. Et donc, c'est assez rigolo. Moi, je dis souvent à mes enfants, bon, alors, si tu veux pas avoir des points en moins, en fait, faut conduire vite aux endroits où c'est dangereux. Donc, c'est juste des paradoxes assez marrants à signaler. Mais tu leur dis ça en plaisantant, évidemment. Ouais, voilà, évidemment. Et donc, bon, ça a un aspect pratique. C'est efficace. C'est clairement efficace. On va parler d'efficience tout à l'heure, mais c'est clairement pas efficient, parce qu'il y a plein d'endroits où en fait il faudrait pouvoir rouler plus vite, parce que c'est quand même le but de la bagnole, c'est de se rendre le plus rapidement possible d'un point A à un point B, et des endroits où il faudrait ralentir beaucoup plus significativement, pour être moins dangereux. Je sais même pas s'il y a pas un biais cognitif qui fait que, comme tu sais que tu pourras pas aller plus vite à des endroits où ça sera possible, si des endroits où tu sais que c'est pertinemment dangereux, tu dis bon, tu colles quand même à la limitation de vitesse parce que tu sais que tu pourras pas rattraper le temps perdu. Alors bon, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, ça a montré son efficacité, mais c'est pas très efficient. On est quand même très très loin de la vitesse à laquelle on pourrait rouler à ce moment-là. Il y a d'autres trucs assez marrants. Par exemple, c'est dans l'entreprise, pour parler économie là ce coup-ci, en fait, on utilise beaucoup de coefficients de vente. C'est-à-dire que tu calcules ce qu'on appelle le déboursé, et donc combien ça va te coûter a priori, et puis tu multiplies par 1,8, par 2, par 2,2 pour avoir ton prix de vente. Bon, évidemment, ça, c'est un truc qui est donné par les experts comptables, souvent à leurs clients. Et puis après, le client, qui lui, pour le coup, est un expert, va moduler, en fait, son prix autour de ça. En fait, ça lui donne un ordre d'idée. Donc, la règle, elle est un peu glande, mais elle est très, très loin de la vérité. Mais après, il y a l'intelligence humaine, en fait, qui va s'adapter au sujet. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on voit bien que l'essentiel, c'est par moment, la complexité, elle est quasiment irrésolvable, quoi. Donc, on va plutôt donner des indications, et après, c'est l'intelligence humaine qui prend le relais, qui va lire dans les yeux du client, qui va interpréter plein de messages pour savoir s'il peut vendre à ce prix-là ou pas. Donc ça, c'est... Donc, voilà. Alors, quel est le lien avec le no-code? Parce que autrement, ça n'a pas de sens. C'est que, en fait, on remarque que il faut que la règle, elle soit hyper adaptée au contexte. C'est-à-dire que si le contexte est compliqué, il faut que la règle soit compliquée. Et souvent, en fait, comme nous, on va travailler pour des entreprises très spécialisées, le contexte, il est très particulier, et finalement, la règle, elle est peut-être pas si compliquée que ça. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de cas à gérer, enfin, entre guillemets. Et donc, donc avec le no-code, nous, on va pouvoir faire deux choses, soit faire une automatisation hyper poussée, c'est-à-dire où on va créer un algorithme qui n'est jamais que le respect rigoureux d'une règle. Ouais. Alors là, il n'y a pas plus rigoureux que ça, pour le coup, jusqu'à la bêtise hallucinante. Et donc, on va pouvoir le faire sur mesure, ou si le sujet est trop compliqué ou trop complexe, on va donner les informations au moment où il faut, pile poil les bonnes, à l'humain, en fait, qui devra les interpréter et prendre des décisions avec. Et pour moi, ça, c'est un peu le sujet du no-code, quoi. C'est vraiment du sur-mesure pour que, en fait, le respect de la règle est hyper important dans l'entreprise, puisque il faut que les réactions soient plus ou moins homogènes, parce que c'est ça le sens, c'est ça qu'elle vend, l'entreprise, c'est sa capacité à avoir une règle qui lui est propre, enfin un ensemble de règles qui lui est propre, pour avoir un service ou un produit qui est à peu près homogène. Voilà. Et donc, c'est ça notre métier en tant que no-codeur, qu'on soit maker ou éditeur, c'est de faire en sorte de rapprocher les deux notions de rigueur. Voilà. Alors donc tout à l'heure, j'ai parlé d'efficacité et d'efficience.
Et donc, ça tombe bien parce que c'est les deux mots, qui suivent. Quand j'explique ça à mes enfants, alors moi j'ai 4 enfants, je suis un papa poule, et donc j'utilise toujours plein d'allégories pour leur apprendre des trucs. Et j'en ai une qui est un peu scatologique, mais bon, du coup ça marque encore plus. C'est l'allégorie du rouleau de PQ. Et pour expliquer l'efficacité et l'efficience, j'ai que en fait, quand tu as un rouleau complet, en fait, ça te permet d'être efficace, mais potentiellement, peut y avoir de la gabegie, quoi. Donc ça. Et par contre, quand il reste plus que 3 feuilles, ça t'oblige à l'efficience au risque de pas obtenir exactement le résultat que tu as voulu. C'est-à-dire qu'il y a une notion de risque dans l'efficience. Et en fait, souvent dans le cycle donc en fait, si on veut résumer, l'efficience, en fait, c'est l'efficacité plus de la frugalité. Et en fait, souvent, on est dans des cycles, que ça soit en tant qu'humain ou en tant qu'entreprise, où on va d'abord chercher à être efficace. Et une fois qu'on a réussi à faire le truc, en fait, on va chercher l'efficience. On fait un truc, et puis on a réussi à le faire. On se dit ouais, j'ai quand même passé vachement de temps. Et donc du coup, on va essayer de le faire un peu mieux. Vachement de temps, vachement de moyens. Voilà. Et donc on va introduire une notion de frugalité. Au risque des fois de pas réussir à le faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Mais est-ce que c'est pas un écueil justement de réfléchir comme ça et de dire d'abord on fait efficace et ensuite on fait efficient? Est-ce que c'est pas essayer d'introduire cette frugalité, tu vois, dès le début, peut-être dans ta résolution, permet de sauter cette étape? Parce que le truc, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire aussi, des fois, on se dit on passe au sujet suivant, quoi. On va pas essayer. Ouais, et c'est là, je trouve que c'est hyper intéressant le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est une machine intrinsèque à fabriquer de la frugalité, en fait. Parce que en fait, au départ, sur un marché, tu vas avoir des entreprises qui vont déjà essayer de faire le truc. Donc, dans le no-code, on y est. C'est-à-dire que les éditeurs comme nous, on essaye déjà de faire un outil plutôt sympa. L'efficience en termes de gaspillage de cycles de processeurs et de disques durs, etc. Nous, on y pense un peu, mais bon, on peut pas courir tous les lièvres à la fois. C'est vraiment dans notre roadmap et on en parlera après, mais pour nous, c'est hyper important. Et donc, pour l'instant, on cherche à être efficace. Ce qui va nous pousser de toute façon à être efficient, c'est la concurrence. C'est-à-dire que, en fait, dans un marché au niveau économique, au départ, le prix des objets, en fait, ou le prix du service, en fait, c'est le prix de l'efficacité. C'est-à-dire que combien est-ce que les gens sont capables de mettre pour acheter ce produit, quelle que soit la marge, en fait. Et puis, si ça marche bien, il y a plusieurs entreprises qui vont essayer de faire la même chose, et auquel cas, en fait, c'est là que l'efficience va se mettre en route, parce que au fur et à mesure, on va pas être au prix que ça vaut isolément, quoi, mais au prix que le moins cher le propose. Et donc, du coup, c'est là en fait que les marges des entreprises vont se réduire. Et c'est là qu'elles vont mettre leur machine à efficience à fonctionner à bloc, quoi. Donc, c'est vrai, les entreprises en situation de concurrence, ça c'est hyper important, sont poussées à la frugalité de toute façon. Après, le sujet, c'est de savoir quelle frugalité. C'est-à-dire que, en fait, tu peux être frugal sur le temps, tu peux être frugal sur la matière. Enfin, grosso modo, si on trace à grosse maille. Force est de constater aujourd'hui que on s'en fait pas des alliés. En fait, on verra sur la complexité comment normalement on doit essayer de gérer la complexité. Là, en fait, si on avait une approche complexe, on saurait que on peut vraiment se servir des entreprises pour faire un 21e siècle frugal, en fait. Souvent, si on devait résumer ça, les siècles, en fait, quelque part, le 20e siècle, c'est le siècle de l'efficacité, quoi. Et le 21e siècle doit être le siècle de l'efficience, quoi. Et pour passer de l'un à l'autre, on doit s'aider de ces fantastiques machines à efficience qui sont forcées de l'être. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, ouais, mais si je suis pas forcé de le faire, si t'es pas forcé de le faire, il y a de fortes chances pour que tu le fasses pas. Et donc, du coup, elles vont être frugales sur ce qui leur coûte le moins cher. Aujourd'hui, ce qui leur coûte le moins cher, c'est la matière.
Enfin, elles vont être, pardon, j'ai dit l'inverse, mais elles vont être frugales sur ce qui leur coûte le plus cher. Et aujourd'hui, ce qui leur coûte le moins cher, c'est la matière. La matière est finalement excessivement peu taxée, en fait. Et alors que, par contre, le travail, c'est quasiment, enfin, c'est plus que x2, quoi. Donc il y a un côté un peu paradoxal. Alors là, pour le coup, paradoxal, ça a deux sens aussi. C'est-à-dire que soit c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent, soit c'est quelque chose qui est apparemment pas cohérent, quoi. Et donc, du coup, souvent, on va... un paradoxe commence à être un paradoxe, et puis après, quand on creuse le sujet et qu'on trouve les causalités, finalement, ça devient pas si paradoxal que ça. D'ailleurs, pour illustrer ça, souvent, en fait, les entreprises, on peut s'étonner qu'elles versent des dividendes, par exemple, à un moment où elles licencient. En fait, on dit, attends, c'est complètement con. Non, en fait. C'est qu'en fait, elles sont arrivées à un degré de maturité du marché où, en fait, le marché, il ne croit plus. C'est-à-dire, il y a plus, enfin, c'est des croissances très faibles. Donc, du coup, soit on va prendre des parts de marché à ses collègues, et auquel cas, il faut être moins cher. Et donc, il faut gagner. Il faut gagner en frugalité. Et comme on est poussé à être frugal plutôt sur l'humain que sur la matière, c'est plutôt l'humain qui trinque. Et puis, à côté de ça, ou alors, de toute façon, les places sont déjà faites, et donc l'entreprise fait beaucoup de marge. Et auquel cas, il faut qu'elle verse des dividendes, parce que elle a rien à foutre de son pognon. Donc du coup, moins il y en a dans les caisses, plus ça pousse à l'efficience. Ouais, et même pas, parce que du coup, la façon pour une entreprise, en fait, de garder ses actionnaires, c'est soit je lui verse des dividendes, et auquel cas c'est une action de rendement, quoi. Soit je progresse. Et auquel cas, c'est l'entreprise intrinsèque, c'est la valeur de l'entreprise qui progresse. Et donc c'est la valeur de l'action qui progresse. Il y a que deux manières, hein. Là pour le coup, c'est pas compliqué. Et donc du coup, si elle veut garder ses actionnaires, en fait, elle est obligée, et qu'elle a pas de perspective de croissance, elle est bien obligée de verser des dividendes. Et donc, du coup, et ça, c'est un joli paradoxe aussi, c'est quasiment antisocial, en fait, de pas verser des dividendes. Parce que du coup, le dividende, c'est bien ce qui va permettre aux actionnaires soit de consommer autre chose, hein, s'ils ont envie, mais c'est aussi d'investir dans des startups qui, elles, ont besoin d'argent frais. Si l'argent, il reste dans les boîtes qui n'ont pas d'avenir, comment est-ce qu'on fait pour faire émerger les boîtes qu'on a, quoi. Et donc du coup, il y a c'est un sujet compliqué, hein, c'est sûr, mais parce que malheureusement, ils n'utilisent pas tout cet argent pour réinvestir, quoi. On peut supposer ouais, mais à quoi ça sert? Mais c'est peut-être pas à elles d'investir, en fait. C'est ça le sujet. C'est que elles savent faire parfaitement un métier. Elles se sont mis des tas de règles, d'algorithmes dans tous les sens, pour faire parfaitement ce truc-là. Elles sont pas forcément habilitées à savoir faire autre chose. Donc du coup, à quoi ça servirait qu'elles utilisent mal cet argent pour faire un truc, à se forcer à faire quelque chose qu'elles savent pas faire? Alors mais là, tu parles pas des investisseurs, hein. Là, moi, je parle d'une entreprise, intrinsèquement. Une entreprise qui a beaucoup de capitaux, enfin, qui a une trésorerie de dingue et qui en fait rien. En fait, là, c'est vraiment antisocial pour le coup, parce que ça pourrait servir à plein de gens pour créer les produits de demain ou la frugalité de demain, que ça peut être le sujet. On peut imaginer qu'une partie des dividendes paye des yachts à Saint-Tropez et des choses comme ça, quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est toujours le même sujet, c'est que de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va fabriquer le yacht et qui va gagner de l'argent, et qui va peut-être innover ou pour avoir des techniques de dingue, parce que les riches, ils aiment bien avoir des trucs que les autres n'ont pas, donc ça pousse les gens à l'innovation. Ça a un rôle aussi. Alors moi je fais pas de politique, hein, je dis juste les choses telles qu'elles sont. C'est intéressant, factuellement. Ouais. Factuellement, et après si on veut pas que les gens consomment des yachts et de la matière, c'est ça qui est embêtant, c'est quand du coup tout cet argent il est utilisé à consommer de la matière alors qu'il pourrait être consommé à utiliser du service. Ouais, quand même un consommer à faire des choses qui servent à rien, quoi. Mais après c'est un jugement, un préjugé. Après ça chacun décide aussi un peu. Et puis ça c'est un des grands sujets. Ça c'est un des
une des grandes incompréhensions de l'économie. C'est-à-dire que, en fait, là, le prix d'un truc, il est pas lié à son utilité, puisque, en fait, l'utilité, c'est l'efficience. Mais c'est l'efficacité, et donc on voit que sur un sujet qui est très utile mais qui est très concurrencé, en fait on est au prix de l'efficience, et c'est bien pour ça que les agriculteurs, par exemple, sur certaines matières gagnent pas très bien leur vie. C'est qu'ils sont nombreux, ils sont très concurrencés, et que en plus il y a un aspect psychologique qui est assez clair. C'est que souvent ils ont hérité d'une ferme multigénérationnelle, et donc ils n'ont absolument pas envie d'arrêter. Ils veulent pas être le dernier et c'est un facteur. Ça montre bien que l'économie, c'est quand même 90% de psychologique et 10% d'argent. L'argent, c'est amoral, quoi. C'est ni moral ni immoral. Ça a pas de morale. Donc c'est les gens, en fait, qui donnent de la valeur aux choses. Et donc l'utilité, en fait, c'est pas ça qui décide du prix. Ça décide quand il n'y a pas de concurrence, mais quand il y en a, on voit que ça s'écroule. Et la souffrance non plus, en fait. C'est pas la souffrance qu'on met à faire quelque chose qui va faire le prix. Autrement, ce que je dis pareil toujours à mes enfants, pour un peu les marquer, je leur dis, sinon les prostituées seraient millionnaires, quoi. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, du coup, faut pas se tromper de diagnostic, quoi. Enfin bon, donc ça c'était un aparté qu'on a fait un peu long, mais du coup, en fait, comme prévu, on a fait quelques apartés, juste par rapport au temps aussi, il reste quelques mots, donc voilà. Ouais, donc du coup, globalement, en fait, nous les éditeurs no code, on va très très vite, en fait, devoir travailler notre efficience, ou en tout cas nous c'est notre volonté. Et pour revenir au sujet du début, du coup on va devoir introduire des règles de calcul des prix, en fait, qui incitent nos clients, en fait, à être efficients, puisque c'est eux qui décident, in fine. Et nous, on peut être efficients sur nos développements, voilà. Mais in fine, c'est quand même à eux que ça revient. Et donc du coup, on va avoir aujourd'hui, on a une règle très simple, c'est le nombre d'écritures en base. En fait, c'est comme ça que c'est calculé. C'est vraiment à la louche, quoi. Et donc du coup, c'est une règle idiote pour gérer un problème très compliqué. Et donc, on va introduire, pour les gens qui veulent se perfectionner, en fait, toute une série, s'ils acceptent d'aller un peu vers la complication, et en fait, ils payeront beaucoup moins cher, parce que on va calculer le temps de processeur, etc. Donc du coup, ils vont être incités à faire des requêtes rapides, etc., à stocker le minimum de données, etc. Donc on va aller vers là. J'en dis pas plus, mais c'est un peu l'idée. Et c'est un peu les préceptes qu'on emploie. C'est-à-dire qu'on va voir, quand on va parler de complexité tout à l'heure, qu'un problème complexe, en fait, il se gère à la périphérie. C'est-à-dire un problème complexe, il est quasiment insoluble. Et donc du coup, c'est même quasiment la définition. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est pousser les acteurs de terrain à aller dans le sens du problème qu'on veut résoudre, et non pas en fait, la complexité, c'est très bottom-up, comme on dit, et pas top-down, quoi. Donc, on va faire ça. Et là, pour le coup, pour les makers, ça, c'est clair que, aujourd'hui, leur efficience, elle est claire, parce que leur concurrence, c'est des codeurs. Alors ils peuvent pas faire tout ce que font les codeurs, mais par contre ils peuvent aller beaucoup plus vite. Mais d'ici quelques années, avec la croissance exponentielle du secteur, on va avoir beaucoup plus de concurrence chez les no-codeurs. Et là, va falloir sortir son épingle du jeu, et va falloir aller vers les plateformes les plus efficientes. Et donc, nous, on joue cette carte-là. Nous, on joue la carte à la fois de la capacité à faire des choses très compliquées, et à la fois on travaille énormément la productivité, et la capacité à faire différemment, parce que c'est le sujet de tout de suite après, qui est le sujet de la compétition et de la concurrence. Donc encore une fois, donc ça, c'est deux mots qui peuvent être un peu frangins, mais qui ont quand même des choses qui sont importantes à différencier. Clairement, la compétition, en fait, c'est plus fort, plus loin, mais selon des règles strictes.
alors que la concurrence est plus fort selon des règles contournables. Donc, il faut pas se priver de les contourner. Et autant la compétition, en fait, c'est assez finalement, c'est assez égocentrique et et c'est très et en plus c'est asymptotique, hein, c'est-à-dire que quand tu fais de la compète, comme tu peux pas changer les règles, en fait, tu es obligé de travailler à mort des trucs, mais tu peux pas radicalement changer les choses. Et d'ailleurs, en fait, on peut regarder quand dans tous les sports, en fait, les écarts entre les athlètes et puis les écarts entre le record d'avant et le record d'après, c'est vraiment du pouillem, ouais, voilà. Ouais. Et parce que on peut pas changer les règles, quoi. Alors que en marathon, tout d'un coup, il y a un mec qui invente le vélo et puis de toute façon, le but c'est de relier un point A à un point B. En sport, il se fait disqualifier. En concurrence, il a le droit. Ouais. Dans le sport, après, il y a quelques contextes exceptionnels où tu as un mec qui invente une nouvelle manière de sauter en hauteur, par exemple. Mais sinon, c'est vrai que globalement, c'est le corps humain qui change, en fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Foxbury, les juges se sont longtemps demandé, en fait, si c'était acceptable ou pas, quoi. Et puis, les mecs qui sautaient en ventraille, ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Voilà. Et donc, ils ont fini par prendre la règle. Et on voit bien comment ça fonctionne. Pour le coup, là, on était proche de la concurrence. C'est-à-dire que le mec, il a un peu cassé la règle. Et puis, tous les autres s'y sont mis, du coup. Et donc, du coup, c'est là qu'on est reparti dans un phénomène de compétition et d'asymptote aussi, du coup, puisque ça évolue plus beaucoup, quoi, le record du monde de son hauteur. Peut-être qu'il faut sauter sur le côté ou je sais pas. Voilà. Et donc, en fait, la compétition, c'est plutôt le côté sportif. Et puis, finalement, la concurrence, c'est presque le côté artiste, quoi. Parce qu'un artiste, lui, pour le coup, il faut qu'il soit différent tout le temps, quoi. Et là où la richesse humaine, elle est vachement intéressante, je trouve, c'est que, en fait, il y a des sports artistiques. Par exemple, le patin sur glace. Ouais, ou la gymnastique, c'est des sports, mais où on met de l'art dedans, quoi. Et puis, et d'ailleurs, ils ont poussé le vice à dire, tiens, on va mettre une note technique, donc c'est la note sportive, quoi. Et puis on va mettre une note artistique. Et puis, c'est un sport où en fait les juges arbitres, ils sont souvent filmés. Parce qu'en fait, là, le juge, pour le coup, il a une vraie, comme on juge quelque chose qui est pas mesurable, et là, pour le coup, on multiplie les arbitres parce que on veut, comme c'est arbitraire, et donc du coup, c'est subjectif. C'est subjectif. Moyenne. Voilà. Et à l'autre extrémité, il y a Top Chef, quoi. Tu vois, Top Chef, normalement, c'est un art culinaire, et puis en fait, on en fait quelque part une compétition et donc un sport. Et donc là, en fait, tu vas voir que le juge, c'est plutôt un meilleur ouvrier de France quand l'étape du truc, c'est un truc hyper technique. Et puis, ça va être un chef un peu emblématique. Qui a fait des trucs de dingue et qui va plutôt juger les parties artistiques, et donc c'est la créativité la créativité, ouais. Et c'est assez rigolo à analyser. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on soit no codeurs ou éditeurs ou n'importe quel contexte, en fait, on doit malheureusement être les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment pas le choix. C'est-à-dire que si on n'est que sportif, en fait, on va atteindre très très vite l'asymptote, et donc on va être concurrencé par d'autres entreprises, et faire mieux, ça reste quand même très compliqué. Et si on n'est que artiste, en fait, on va pas dépasser le stade du early adopter, quoi, qui va accepter d'avoir des trucs qui marchent pas super bien, etc. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir comment en étudiant ça, en fait, on peut se donner des clés dans sa façon de mener sa boîte. Et ce qui est intéressant, ça c'est encore un aparté plutôt social pour le coup, c'est que finalement, avec le phénomène de concurrence, c'est une sorte de démocratie liquide qu'on appelle de nos voeux, quoi, en disant une démocratie plus juste, quoi. Parce qu'en fait, et pourquoi c'est comme ça? Parce que les choix des uns
n'empêche pas les choix des autres, quoi. Et c'est là que moi j'adore la concurrence et j'adore le marché, parce que moi qui ai des goûts très particuliers sur plein de choses, et ben en fait mes choix sont pas empêchés par la majorité, et moi j'embête pas les autres avec mes choix un peu particuliers. Alors qu'en démocratie, hein, mince, ça y est, j'ai oublié son nom, disait la démocratie est le pire de tous les systèmes à l'exception de tous les autres. Ça y est, c'est Churchill qui disait ça. Et donc, en fait, c'est un peu ça, c'est que malheureusement, et en fait, tu regardes l'actualité, en fait, c'est toujours un peu ça, c'est que t'as des choix qui sont faits de façon démocratique, il y a pas à tortiller, même si les gens ont été élus avec que 20% des voix. Bon, voilà, c'est comme ça, on peut pas trop faire autrement. Et donc, du coup, ce choix, il va diriger la vie de tout le monde, et donc il est exclusif, et donc c'est bien des fois même une minorité qui va voilà. Donc c'est les limites. Moi, je dis pas que c'est pas bien, c'est qu'il y a des limites, alors que pour le coup, sur le marché, il y en a pas, parce que moi, j'aime des trucs où on est 300 à aimer ça dans le monde. Ouais. et puis, voilà, on vit notre vie. Grâce à Internet, vous pouvez vous retrouver en plus. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est fantastique. On parle souvent de mondialisation avec des aspects négatifs. Moi qui suis fan de musique, j'écoute ça, j'en écoute toute la journée. J'écoute des groupes grecs. 50% du temps, c'est plutôt en Scandinavie que je vais les chercher, mais il y a des groupes de partout, de Pologne, enfin voilà, mais c'est assez génial, la diversité. Donc toujours est-il que le message à faire passer, c'est que en tant que maker, c'est évident que il va falloir aller chercher de la différenciation, parce que on connaît très très bien un sujet, et donc on va le creuser à fond, et qu'on va être super fort, et ça c'est pour l'aspect différenciation. Enfin, il y a plein de façons de se différencier en étant très bon graphiquement, par exemple. Et puis il y a d'autres, et puis pour travailler son côté sportif, c'est clair qu'il faut se fabriquer ses propres outils pour aller le plus vite possible. Donc nous, on a un peu ce rôle-là. Et puis pour une entreprise, justement, le no-code, ça sert à permettre à une entreprise d'être à la fois différente et performante. C'est-à-dire que comme elle peut se faire son outil sur mesure, elle peut travailler son côté sportif sans obérer en fait son côté artiste, puisque elle peut faire des choses différentes, c'est pas grave, elle pourra l'optimiser parce que elle pourra faire son système d'info sur mesure. Donc ça donne un peu une perspective au no-code et au marché, quoi, qui me semblait intéressante de souligner. Donc il faut qu'on fasse vite, c'est ça ? On a dépassé les 1 heure, donc ouais. Je te propose qu'on termine sur ce dernier binôme. D'accord. Si ça te va. Ou tu préfères faire plus vite Non, on va aller très vite en fait sur les 3 sujets, puisqu'on va revenir toujours un peu sur les mêmes sujets. Donc je voulais parler de sérendipité et d'exemplanité. En fait, la sérendipité, en fait, c'est tout simplement de faire des découvertes hasardeuses, et de trouver qu'en fait c'était mieux que ce qu'on cherchait au départ. Et en fait, on en fait, le no-code, ça sert à ça. C'est une vraie discipline. Nous, toute la plateforme, en fait, on essaye de faire en sorte que se tromper, ça soit le moins cher possible. Et donc, il faut surtout pas hésiter à se tromper. Il faut pas hésiter à se lancer tout de suite dans le truc plutôt que de faire des cahiers des charges de malade. Il faut se lancer, faire, itérer. Et itérer, comme tu me disais tout à l'heure avant qu'on commence, c'est aussi casser tout ce qu'on a fait et recommencer de zéro. De toute façon, recommencer de zéro, quand on a déjà fait, ça va beaucoup plus vite en fait. Absolument. Ouais. Voilà. Et en fait, faut pas itérer sur un truc qui est un peu pourri à la base, quoi. C'est ça. Qui a des mauvaises bases ou. C'est mort. Il faut que les fondations soient solides. Mais c'est intéressant ce truc de la sérendipité. Enfin, moi, j'adore ce mot et ce concept. Et là, ce que tu dis, c'est vraiment important, c'est que pour avoir une chance de trouver la bonne solution, si tu fais rien, tu n'y arriveras jamais, quoi. Tu veux provoquer, c'est cette provocation un peu de la chance. La sérendipité, en fait, il y a une part de hasard, mais pour qu'elle arrive, déjà, il faut travailler, il faut s'exposer, et en plus, il faut être opportuniste.
C'est-à-dire que autrement, tu fais de la zamblanité. C'est-à-dire que tu as commencé un truc, tu sais que c'est foireux et tu continues jusqu'au bout. Et donc, tu arrives à faire ce que tu avais prévu au départ, sauf que du coup, ça sert à rien. Ou, voilà. Donc, ça, c'est la zamblanité. Parce que moi, j'avais jamais entendu ce mot avant que. Et donc, du coup, et en fait, on fait de la zamblanité assez facilement parce qu'on a un biais cognitif qu'on appelle les pertes irrécouvrables. Et où en fait, quand on a dépensé beaucoup d'énergie, même quand on constate qu'on s'est trompé, en fait on continue. Et ça peut être vraiment dramatique parce que par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, je crois alors je me souviens plus exactement des belligérants, mais il y a l'Italie qui avait fait une bataille contre un autre pays, mais je me rappelle plus lequel. Ils se sont pris une raclée monumentale. Et plutôt que de se dire c'est bon, on a compris, on arrête les frais, et en fait ils pouvaient pas aller dire aux familles dont les enfants étaient morts, on a fait tout ça pour rien. Et donc du coup ils ont recommencé et puis ils se sont repris une deuxième pâtée. Et voilà. Donc et donc ça peut vraiment être, là c'est un exemple dramatique. Ça peut être un peu plus rigolo que ça, mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce biais cognitif, et surtout que le no-code aujourd'hui nous offre la possibilité de nous tromper sans trop de frais. Donc du coup c'est vraiment il faut apprendre aussi à se tromper un peu vite, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Fail fast comme ils disent. Ouais, voilà. Ouais. Non, voilà. Bon, c'était donc du coup on a fait, on pourrait dire plein de trucs là-dessus, mais on va pas. Voilà, j'ai passé trop de temps avant. Donc après on avait deux mots qui étaient la complexité et la complication, dont on a déjà parlé un petit peu. Grosso modo, compliqué, c'est difficile à comprendre, à solutionner, mais avec de l'expertise, on y arrive, et des algorithmes, on y arrive. Complexe, en fait, c'est un phénomène qui comprend tellement d'interactions que c'est impossible à résoudre. Et en fait, ça résume un peu ce que c'est qu'une science dure, la physique, la chimie. Et donc ça, en fait, avec des équations difficiles, on arrive à résoudre des trucs. Même des fois, c'est assez simple, alors que les sciences molles, la médecine, l'économie, la météo, faut savoir que Météo France, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a un moment, c'est eux qui avaient le plus gros ordinateur de France, pour des résultats qu'on connaît, quoi. Donc, alors que les phénomènes météorologiques sont relativement simples à la base, mais on les connaît tous, on sait comment ça marche, mais en fait il y a tellement d'interactions que c'est impossible. Il faut lire Taleb pour ça. Enfin, je vous conseille de lire Antifragile ou je sais plus comment il s'appelait. Le signe noir. Ouais, voilà, le signe noir. Ça, c'est hyper important. Et nous, en fait, il faut pas se tromper en tant que no-codeurs. Bon, déjà, nous, en fait, c'est rigolo parce que comme ça, j'en fais deux à la fois. En fait, You-Do, en fait, c'est le résultat de la sérendipité et de l'analyse de la complexité. C'est-à-dire que au départ, mon idée, c'était de faire un logiciel de gestion qui réussit à gérer tout. Et donc du coup, évidemment, j'ai mis un peu d'humilité dans mon vin, et donc du coup, je me suis dit que peut-être que ça serait bien, en fait, en essayant et en faisant des projets, en fait, ça m'a mis la voix sur des choses que les gens avaient fait dans leur coin, et qui m'ont donné l'idée que peut-être que mon rôle, c'était plutôt de leur faciliter à la périphérie. Et ça tombe bien parce que la complexité, c'est comme ça que ça se résout. C'est que la complexité, en fait, faut donner à l'élément le plus fin, en fait, les moyens d'agir dans le sens dans le sens qu'on veut, quoi. Comme ce que je disais tout à l'heure pour l'écologie, si on veut que les entreprises aident l'écologie, en fait, faut leur dire attention, la matière, faut taxer à mort la matière et taxer très peu l'humain, quoi. Et donc faire exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais nous, c'est pareil, en fait. Il faut qu'on donne les moyens aux gens, en fait, de faire des applications sur mesure, parce qu'en fait, le Graal du logiciel de gestion qui sait tout faire, sauf à me tromper, mais je pense que ça, c'est pas possible. Voilà, et c'est chouette parce que ça donne beaucoup d'humanisation. Voilà. Contrairement à ça, c'est un sujet qui est hyper important, c'est qu'en fait, l'automatisation, si on arrive à automatiser, c'est que c'est compliqué. Si c'est compliqué et répétitif. Et donc, si c'est répétitif, c'est inhumain.
Donc en fait, automatiser, en fait, c'est humaniser les choses, quoi. En fait, on oppose souvent les deux, alors qu'en fait, non, il faut libérer les Oui, humains, ça c'est humaniser dans le sens où laisser plus de temps aux humains de faire des choses humaines. Voilà, et de gérer la complexité pour le coup. Puisque l'humain, lui, il a cette capacité à gérer en fait des choses complexes. Il a appris depuis des milliers d'années à faire des choix alors qu'il n'a pas toutes les données en fait. Et ça, c'est. Et d'ailleurs, je reviens sur un point que tu disais au tout début que je trouvais important de manière assez pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on peut tout automatiser. C'est pas qu'il faut tout automatiser. Et qu'à mon avis, des fois, il faut automatiser une partie et laisser l'humain faire une petite partie. Parce que cette petite partie, peut-être que c'est très complexe à automatiser, il n'y a pas de plus-value. Et alors qu'une action humaine, juste regarder au bon moment, et cliquer sur une touche parce qu'il a vérifié que les paramètres sont très bons, que cet algorithme, finalement, on en revient à ça, et c'est un mot utilisé à tort et à travers. Il y a des choses qui sont très complexes, notamment avec les outils no-code dont on dispose aujourd'hui, tu vois. Faire des algorithmes avec Integromat, Zapier, c'est littéralement impossible. En fait, c'est des choses triviales qu'on fait. Alors que l'humain, le cerveau est tellement incroyable qu'en regardant 3 paramètres dans 3 cases Airtable, il peut cocher une case, dire oui ou non, avoir processé cette information. Et ça, si cet humain, tu lui as envoyé un email au bon moment qui fait cette action, etc., en fait, tu as gagné plus de temps et tu as automatisé ton process néanmoins en gardant une petite partie humaine. Et ça, cette notion de process, finalement, devrait souvent plutôt parler de ça que parler d'automatisation. Et tu vois, tu l'as un petit peu souligné à différents moments. Enfin, c'est un peu sans utiliser ce mot d'ailleurs, tu vois, mais c'est ce sujet, en fait, quand on fait de l'automatisation, on numérise des tâches qu'on fait régulièrement. Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi un petit peu d'humain et de simplifier, en fait. Tu vois, la première étape, en fait, de toute automatisation, nous, c'est comme ça qu'on procède chez Contournement, tu vois. On voit ce qu'on peut automatiser et ce qu'on doit continuer à faire à la main. Et puis après, on voit ce qu'on continue à faire à la main, une fois qu'on a bien compris comment on le faisait à la main, si on trouve. Et tu vois, en fait, et encore une fois, on itère comme ça sur ce. Ouais, c'est ça, en fait. C'est l'automatisation autant que possible et puis l'humanisation autant que nécessaire, quoi. Voilà. Et puis après, ça tend, et puis petit à petit. Ouais, et contrairement normalement, en fait, la compétence humaine est une compétence limitée. Donc, du coup, plus elle est efficace et mieux c'est, puisque bon, de toute façon, plus on créera de valeur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Et puis donc le dernier truc, c'était sur les smart data et les big data. Alors donc je vais faire très vite, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les big data, en fait, on parle des 3V ou des 5V qui sont les 5V par exemple, ça va être volume, variété, vélocité, véracité et valeur. Bon, en général, il y a des trucs qui posent quand même pas mal de problèmes. C'est la véracité par exemple, le volume pas trop. Ça se gère. Voilà. La variété, ça pose vraiment problème parce que là, pour le coup, il y a que les machines qui peuvent la gérer tellement c'est varié, quoi. Et c'est souvent très varié à cause d'un sujet, c'est qu'on fait appel à des données non structurées. Et donc, du coup, faut aller lire dans des textes. Donc, faut faire de la sémantique. Bon, il y a quand même pas meilleur pour faire de la sémantique qu'un humain, et donc, du coup, ça reste compliqué, voire complètement complexe, quoi. Et donc et en plus, ça consomme beaucoup d'énergie pour des fois des résultats un peu pitoyables. Je dis pas que ça sert à rien, mais je dis que c'est à circonscrire à des sujets bien précis. D'ailleurs, juste un aparté, c'est hyper important. Le degré de complexité, en fait, il se mesure. En fait, souvent, quand tu fais du calcul combinatoire, on appelle, il y a une explosion en fait combinatoire de dingue. Par exemple, pour calculer le chemin idéal entre, par exemple, des villes, ça s'appelle l'exercice du voyageur de commerce. Le problème du voyageur de commerce, en fait, quand tu arrives à 71 villes, le nombre de possibilités, en fait, ça se chiffre en 10 puissance 100.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers à peu près. Et là, en fait, tu as 10 puissance 100 possible. Autant dire que... Et 71 villes, c'est que dalle, quoi. Enfin, c'est juste... Il y en a 36 000 en France, quoi. Donc, c'est juste impossible. Donc, il faut être assez conscient de ces problèmes-là. Et donc, nous, en fait, en tant que no-codeurs, et nous, sur Udoo particulièrement, on s'est vraiment concentré sur les smart data avec la possibilité, en fait, de caractériser et d'avoir des données structurées quasiment tout le temps. En fait, c'est éviter, en fait, les champs désignation, les champs description. C'est bien. C'est bien pour commencer. Mais en fait, très très vite, il va falloir essayer de structurer la donnée parce que nous humains, on ne sait travailler quasiment qu'avec des données structurées. Et en plus, elles vont permettre, par exemple, de faire des moyennes. Des moyennes ou des max ou des mines, enfin ce qu'on appelle des agrégations en fait en base de données, de façon beaucoup plus précise puisqu'on va pouvoir filtrer la donnée. En fait, il y a un truc d'économiste où on dit la moyenne en fait, pour critiquer la moyenne, on dit bah par exemple si j'ai la tête dans le four et le pied dans le congélateur, en moyenne je vais bien quoi. Et donc ça montre et c'est souvent ça en fait dans une entreprise ou sur un problème en fait en moyenne ça peut bien se passer et puis en fait c'est que des choses dont on profite pas parce qu'il y a des endroits où on gagne beaucoup d'argent et d'autres où en fait on perd tout ce qu'on veut. Et si on fait des moyennes trop grossières, et ben en fait c'est pas bon. Et puis bon, on va finir par j'avais d'autres trucs à dire, mais on va finir par un truc un peu marrant, c'est que il faut se méfier en fait des facteurs de confusion. C'est-à-dire que quand on fait de la statistique, et c'est là que les smart data sont importantes, c'est qu'en fait, c'est toujours un peu un mélange de corrélation et de causalité. C'est-à-dire que quand tu fais tes stats, il faut quand même que tu aies un peu d'idée de la causalité du truc. D'où l'intérêt de faire des statistiques avec un expert du terrain, parce que lui, il va orienter un peu ce sur quoi tu vas faire des stats et tu vas infirmer ou confirmer ou il va trouver des incohérences et les deux, en fait, vont s'alimenter les uns les autres. Et donc, du coup, il y a un truc assez marrant, c'est le facteur de confusion. C'est-à-dire que, en fait, dans pas mal d'études, on peut trouver ce qu'on appelle un facteur de confusion. C'est un élément tiers d'une étude statistique qui fait que deux choses vont s'orienter de la même façon, alors qu'en fait, il n'y a aucune causalité entre les deux. Donc, pour terminer sur une note un peu rigolote, il y avait un exercice un peu mental, je suis pas sûr qu'il l'ait fait, mais c'est sûr qu'on prend 1000 personnes, 500 femmes, 500 hommes, et on fait une corrélation entre leur libido et le nombre de litres de bière qu'ils boivent par semaine. Et en fait, on va trouver une corrélation assez nette entre la libido et la quantité de bière ingurgitée dans la semaine. Et en fait, c'est vrai que tu les places sur le graphique, ça fait une belle corrélation. Et puis après, tu te dis, attends, si je faisais un graphique pour les femmes et un graphique pour les hommes. Et en fait, tu fais un graphique pour les femmes, c'est un nuage de points. Tu fais un graphique pour les hommes, c'est un nuage de points. Et en fait, le tiers de confusion, en fait, c'est le sexe. C'est-à-dire que, en fait, les hommes ont à la fois plus de libido parce que, c'est pas eux qui font la sélection, c'est eux qui proposent. Et donc par construction ils ont plus de libido et puis culturellement voilà, ils boivent plus de bière. Donc du coup c'est ça qui fait la corrélation et c'est assez marrant parce que il y en a plein des comme ça. Il y a des sujets beaucoup plus sérieux dans la médecine, mais vous regarderez, vous taperez facteur de confusion puis vous aurez plein d'exemples. Mais il faut se méfier de ça et je pense que nous, en tant que no-codeurs, on a vraiment quelque chose à apporter là-dessus parce que le facteur de confusion, quand on est un expert du sujet, on a toujours besoin de statistiques, mais du coup, elles sont beaucoup plus fines et on peut relever des incohérences. Voilà ce qu'on pouvait... non, mais écoute, l'exercice. C'est très intéressant. En fait, moi, je trouvais ça chouette de faire un peu cet épisode un peu comme ça aussi parce que permet de te découvrir un peu plus toi, et donc par ce biais-là, qui sont les gens derrière Udoo, et aussi parce que je trouve que ça montre encore une fois un peu la richesse assez incroyable qu'il y a dans cet écosystème no-code, où j'inclus tout le monde, les makers, les curieux, les éditeurs, les professionnels, les experts.
tous les profils sont très différents. Tu vois, moi, je trouvais ça assez drôle que vous soyez tous les 3 contrôleurs de gestion, mais que ce soit aussi vous 3 qui codiez You-Do. Et puis voilà, on croise tout le temps, tu vois, au gré de chaque podcast, des gens très différents. Et puis voilà, on commence à aussi avoir des discussions un petit peu, avec un petit peu plus de recul. Et tu l'as montré, on touche plein de sujets, en fait, très différents par cette passion, on va dire, un petit peu commune. Je dis passion, mais c'est aussi un enjeu professionnel pour beaucoup de gens, de plein de sujets, tu vois, de l'humanité, tu vois, de la science. Et donc, ça, je trouve ça assez chouette. Non, mais je trouve que je trouvais assez marrant de faire cet exercice. Et puis surtout que derrière, vous pourrez connaître les 2 autres compères, puisque c'est plutôt eux qui feront la présentation de l'outil. Voilà, donc du coup, comme ça, vous connaîtrez un peu toute l'équipe. J'espère que ça donnera envie un peu aux gens de connaître You-Do. Alors, nous, on n'est pas encore prêts, hein, comme je disais. C'est quoi un petit peu votre feuille de route pour conclure? En fait, aujourd'hui, si on reprend un peu les thèmes, c'est-à-dire qu'on a fait notre travail d'artiste. Donc, on a été, je pense, vachement efficient pour faire un produit aussi complet. Maintenant, en fait, il faut mettre un peu de sportivité là-dedans. Donc, on est en train de recruter notre CEO. Moi, je vais me concentrer plutôt sur la R&D et puis et la vision, et puis faire en sorte que le produit continue à respecter le paradigme de base. Et donc on va avoir une équipe beaucoup plus technique. Donc là on va recruter pas massivement, mais on va quand même recruter sévèrement dans les mois qui viennent. Et donc jamais il y a des développeurs qui écoutent et qui sont un peu inspirés par par ta verve. Mais t'as pas fait beaucoup de jeux de mots, hein. Tu t'es limité un peu pour les gens qui te connaissent. Tu l'as dit au début, il y avait un amour aussi du jeu de mots, mais là j'ai été du sérieux. Mais juste on gardera ça pour d'autres occasions, puis pour en garder un peu aussi. Je peux si tu veux terminer par ça, je crois que mon dernier jeu de mots, il est sur mon âge. Il est pas forcément facile à comprendre, mais en fait je dis depuis est-ce que comme j'ai 49 ans, est-ce que c'est une année où je devrais être carrément à 7, quoi. Donc voilà, il faut savoir ce que c'est qu'un asset. 7 au carré. Voilà, 7 au carré, donc carrément à 7. Voilà. Mais donc, comme je suis un très gourmand, je crois que je vais avoir du mal à être carrément à 7, quoi. Plus à 7 qu'un à 7. Ok, non, c'est pas mal de niveaux de... Ok, écoute, c'est parfait comme mot de la fin. Juste, dernière question quand même, où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, je ne publie pas beaucoup parce que je suis quand même beaucoup pris par la technique. J'espère justement que ça va changer. Tu n'as pas un compte Twitter avec des jeux de mots? Alors, j'ai un compte Twitter. D'ailleurs, mon dernier jeu de mots, il est sur Twitter. J'ai aucun like, hein. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup sur Twitter, j'ai beaucoup publié jusqu'à il y a 2 ans, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Et puis, autrement, et pour me contacter sur LinkedIn, c'est parfait. Ok, je mettrai les liens alors dans les notes, comme toujours. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Alors. À très bientôt. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, d'autant qu'il était assez long et assez original, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment avec Olivier. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Comme d'habitude, rejoignez le Slack de Notre France, le channel podcast Contournement. Venez commenter. Je publierai, quand je vais publier cet épisode, et ensuite il y aura un thread de discussion qui lui sera associé. Voilà, donc écoutez, on continue, comme vous le voyez, de temps en temps à faire des petits épisodes un petit peu plus originaux. On tente des choses, mais je pense que c'est important aussi de prendre un petit peu de recul sur ces sujets, de les aborder d'une autre manière, et puis ça nous permet de voir un petit peu l'étendue des profils différents qui se trouvent dans cet écosystème et dans notre communauté aussi, plus précisément. Donc voilà, je vais terminer là. La semaine prochaine, je vous emmène dans les Landes avec une association qui s'appelle la Smala, qui, vous allez voir, formait des gens
aux outils no-code et qui utilise elle-même le no-code pour mieux faire fonctionner son association. Donc vous verrez que c'est très inspirant, très intéressant. Et puis voilà, d'autres choses arrivent derrière, plein d'épisodes avec des éditeurs, avec des créateurs. Voilà, enfin, plein de choses intéressantes. Voilà, j'essaie de vous surprendre un petit peu chaque semaine. Si vous avez des personnes à me recommander, n'hésitez pas aussi. Je suis toujours très intéressé d'avoir des suggestions. Et je vous dis à la semaine prochaine.